Bonsoir Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et du mouvement Libre. Merci de votre présence ce soir. Dans cette épidémie d'égoïsme, l'Europe a fait preuve de naïveté. Et doit-elle maintenant faire preuve de fermeté? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ces menaces? Est-ce que vous soutenez ces menaces de blocus que propose la Commission européenne? Je crois que l'Europe doit montrer ses muscles, doit taper du poing sur la table. Parce que nous avons joué selon les règles du jeu. Et s'il y a des mauvais joueurs, des joueurs qui trichent, eh bien à ce moment-là, il faut que nous nous mettions en situation de leur faire rendre les armes. Et sur cette affaire de l'AstraZeneca britannique, c'est purement scandaleux ce qui s'est passé. Donc je comprends tout à fait la réaction de l'Union européenne, je la soutiens. Et je pense qu'on doit faire la même chose à chaque fois qu'un de nos fournisseurs ou un pays proche ne respecte pas les règles du jeu. Il faut pouvoir établir un rapport de force. Je sais qu'avec les États-Unis, par exemple, nous produisons un certain nombre de matières premières des vaccins qui sont fabriqués aux États-Unis. Là aussi, il faut savoir se faire respecter. On n'a pas construit l'Europe pour se faire marcher dessus. On a construit l'Europe pour justement se protéger et être fort. Donc il faut que l'Europe soit forte. Il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Que le retard ne pourra pas être rattrapé. Ah, ben, il pourra sur l'AstraZeneca. Il ne pourra pas être rattrapé, mais en même temps, il faut accélérer la vaccination. C'est un impératif. Et quand on voit la situation épidémique de nos régions, on sait qu'il va falloir accélérer, donner un grand coup d'accélérateur sur la vaccination. Oui, sur AstraZeneca, le retard ne pourra pas être rattrapé. Sur AstraZeneca, non, mais il y a, Thierry Breton l'a rappelé, il y aura la montée en puissance d'autres vaccins. Et du coup, le vaccin Pfizer sera le principal vaccin administré aux Français dans les mois à venir, ce qui n'était pas prévu au départ, puisque Pfizer a réussi à augmenter les doses par rapport à ce qui avait été commandé. La question, c'est donc, est-ce qu'il faut élargir, accélérer la vaccination et donc bousculer la hiérarchie d'âge prévue par le gouvernement? C'est exactement ce que propose Anne Hidalgo, maire de Paris. Je propose qu'on débride la vaccination, que toutes celles et ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire. Je pense qu'il faut y aller maintenant. Par exemple, les enseignants, tous ceux qui travaillent avec les enfants, les policiers. C'est pas vraiment une bonne idée. La priorité, c'est vraiment celle qui prévaut depuis le début, et on n'a pas fini cette étape. C'est d'abord de protéger les personnes les plus fragiles, qui sont susceptibles d'être hospitalisées, plus que d'autres. Je pense effectivement maintenant qu'il faut aller vers les populations exposées. Tout dépendra encore des doses de vaccins, mais je pense le plus rapidement, il faut aller vers les enseignants. Faut-il débrider la vaccination comme le propose Anne Hidalgo, maire de Paris? Nous sommes en situation de pénurie. Donc il ne faut pas faire de la démagogie et promettre ce qu'on ne peut pas donner. Comme on est en situation de pénurie, il faut d'abord aller vers les plus fragiles. Et les plus fragiles, c'est ce qu'a dit le professeur Alain Fischer, c'est les plus de 75 ans en priorité, mais aussi tous les plus de 50 ans qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des risques de santé. Une fois qu'on aura vacciné toutes ces personnes-là, et franchement, en Île-de-France, on en a des centaines de milliers. Donc une fois qu'on aura eu les doses pour les vacciner, à ce moment-là, il faudra faire, je pense, la liste des populations et des métiers qui sont aussi les plus exposés. On a parlé des enseignants, j'ai entendu les enseignants. Tous les métiers du contact sont très exposés. Mais je pense qu'il faut y aller dans l'ordre, parce que sinon, plus personne ne va rien comprendre. Et ce serait quand même très injuste de vacciner un professeur de 30 ans qui n'a pratiquement aucun risque de tomber gravement malade et de laisser de côté une personne de 55 ans qui souffre d'un cancer ou d'une maladie cardiovasculaire. Et les membres du gouvernement très exposés, doivent-ils être vaccinés en priorité? Ce que je crois, c'est qu'il faut donner l'exemple pour donner confiance dans les vaccins. Donc moi, je ne suis pas choquée quand un membre du gouvernement va se faire vacciner devant les caméras de télévision, le ministre de la Santé, le Premier ministre, en disant voilà, regardez, ce vaccin, par exemple, on ne risque rien, je me fais vacciner. Je trouve que c'est bien de donner l'exemple. Maintenant, je comprends aussi qu'on souhaite qu'il n'y ait pas de passe-droit. Qu'il n'y ait pas de passe-droit pour quiconque. Moi, je n'ai pas de comorbidité, je n'ai pas de raison de passer avant ceux qui risquent vraiment l'hospitalisation, voire même pire. Même s'il fallait donner l'exemple pour assurer les Français sur AstraZeneca, vous seriez prête à vous faire vacciner? Moi, si on me dit demain qu'il faut que je me fasse vacciner, je me fais vacciner, mais je ne demande aucun passe-droit. En revanche, sur la vaccination, j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a 8 jours, et je crois avoir été entendue par le gouvernement, parce que la répartition des vaccins sur le territoire français était un peu aberrante. On avait réparti en fonction du nombre de personnes qui avaient plus de 75 ans.
Mais il faut tenir compte aussi du nombre de personnes hospitalisées. Dans les départements où il y a le plus de virus, où il y a le plus d'hospitalisation, il faut mettre l'accent sur la vaccination. Et donc, il ne faut pas répartir à due proportion sur tout le territoire. Il faut donner vraiment la priorité là où les hôpitaux sont engorgés, là où les personnes risquent de mourir. Et ouvrir des vaccinodromes. Le Stade de France, bientôt transformé en grand centre de vaccination. Si on manque de doses, à quoi bon? On peut vraiment imaginer vacciner 2000 personnes par jour au Stade de France à partir du 1er avril. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, depuis que nous avons demandé, en tout cas, l'accélération de la vaccination, il y a des stocks qui arrivent. Et donc, petit à petit, on va avoir effectivement beaucoup de vaccins. Et il faut évidemment qu'on ait 0 stock. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir les vaccins qui arrivent et de ne pas pouvoir les écouler. Moi, j'ai toujours été favorable à ces vaccinodromes. Vous savez qu'au moment de H1N1, quand Roselyne Bachelot avait géré la pandémie d'H1N1, on avait prévu des vaccinodromes de ce type. Je pense que c'est le plus efficace. Parce que les gens viennent, ils savent où aller, ils savent où prendre rendez-vous, ils ont des vaccinateurs qui sont là. D'ailleurs, la région a même proposé d'aider à rémunérer des personnes pour vacciner, parce que c'est la vaccination à la chaîne. Absolument. Ce font les conseils généraux déjà, en Seine-Saint-Denis notamment. Non ? Peut-être, bon. C'est possible. Mais en tout cas le sujet est réel parce qu'on demande souvent à des personnels qui sont des médecins retraités, par exemple, de venir vacciner. Mais il n'y a rien qui est prévu pour les médecins retraités, par exemple, pour les rémunérer s'ils viennent vacciner. Là, je sais qu'on va faire appel aux médecins militaires. C'est une bonne chose aussi. Donc il faut mobiliser. Parce qu'on a du mal aussi à trouver des vaccinateurs, ce qu'on ne dit pas. Parce que c'est long, c'est tous les jours, c'est répétitif et ça va durer. Ça va durer pendant des mois. Donc moi, je suis très favorable à ces grands... À l'heure actuelle, vous manquez de vaccinateurs en Ile-de-France ? On n'en manque pas, mais c'est toujours les mêmes qui viennent et on est obligé de les rappeler, de les faire venir. Et donc, à un moment donné, comme il y a une vraie fatigue des personnels soignants à l'hôpital, il peut y avoir aussi, à un moment donné, une vraie fatigue des vaccinateurs qui viennent en réalité en plus de leur temps normal pour vacciner. Donc il faut aussi leur donner... des rémunérations pour les retraités, je pense, et puis des conditions de travail qui soient optimales. Ces vaccinodromes, ça permet d'aller plus vite et ça permet aussi d'avoir beaucoup moins de problèmes logistiques. Là, on va en ouvrir un demain au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, on va ouvrir le grand stade à Saint-Denis. C'est évident qu'on va pouvoir faire de la vaccination de masse. Et j'ajoute que c'est important aussi pour les populations. Vous parlez de la Seine-Saint-Denis, c'est un département de personnes qui n'ont pas tout Internet, qui ne sont pas toutes à l'aise avec les inscriptions en ligne, etc. Si on leur dit « venez au Stade de France », c'est un lieu qu'ils connaissent, un lieu emblématique, ce sera plus simple. Vous avez une date d'ouverture pour le Stade de France? Non, j'ai pas la date d'ouverture. Je sais que demain, on fait le Vélodrome, mais... Pas encore pour le Stade de France. L'Île-de-France vient donc de vivre son premier week-end d'un 3e confinement qui ne dit pas tout à fait son nom. Il est respecté, ce 3e confinement? Les Franciliens respectent? Alors, il y a moins de circulation, il y a moins de... D'abord, j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus complètement jouer sur les mots. Nos amis québécois, ils ont un très joli mot, ils disent il ne faut pas tataouiner. Là, on tataouine en disant que ce n'est pas un 3e confinement. Oui, on tataouine, c'est un confinement, mais ce n'est pas un confinement, c'est peut-être un peu... Alors, on doit s'aérer. Le message, c'est pas on doit s'aérer. Pourtant, c'est ce que regardez ce que les Franciliens ont fait. Ça, c'est les 4 scènes ce week-end. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas chez eux. Tout samedi. Ils se sont aérés et ils étaient nombreux à s'aérer. Alors, le vrai message à passer... Il y avait la une du Monde cet après-midi. Ouais, le vrai message à passer, et je pense que c'est celui que le gouvernement souhaite faire passer, c'est aujourd'hui, la pandémie est hors contrôle dans un certain nombre de départements. Et donc, nos hôpitaux sont saturés dans certains départements. Donc, la situation est très grave. Et face à cette situation très grave, il faut freiner la pandémie. Où est-ce qu'on se contamine? On se contamine au travail, pendant les repas de travail, ou les pots au travail. On se contamine dans les déjeuners de famille ou dans les dîners entre amis, les déjeuners entre amis. On est censé pas dîner puisqu'il y a des couvre-feux. Mais on se contamine dans ces repas amicaux et familiaux. Et on se contamine aussi vraisemblablement, le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, l'a reconnu, peut-être dans les cantines scolaires. Donc le sujet aujourd'hui, pour moi, il est simple. C'est on doit freiner ces interactions sociales pendant un mois dans tous les départements qui sont menacés, les plus touchés. Et ça veut dire télétravailler. Ça veut dire se tester, voire s'auto-tester, puisque maintenant les autotests vont être vendus. S'auto-tester avant d'aller déjeuner en famille, avant d'aller rencontrer des amis.
Et on doit faire très attention aux écoles et on doit multiplier les testings dans les écoles parce qu'on sait aussi que c'est dans les écoles que se créent les clusters. Donc si on fait ces 3 choses, télétravailler, se tester avant d'aller en famille et multiplier les tests dans les écoles, on doit pouvoir contenir la progression de la pandémie. Ces images des quais de Seine, c'est la une du Monde notamment. Mais le paradoxe, c'est qu'on ne se contamine pas quand on porte le masque. Donc si on porte le masque... Il ne portait pas le masque aussi. Il y avait alors beaucoup ça, de réunions, beaucoup de... ce qu'il ne faut pas faire, c'est enlever son masque et pique-niquer. Enlever son masque et boire des bières. Ça contamine. Mais si c'est juste se promener le long des quais de Seine avec la personne avec laquelle vous vivez, ça, a priori, ça n'est pas contaminant. Donc, il faut le redire, parce qu'on a appris de ce virus. Ça fait 1 an qu'on vit avec. Donc, il y a des choses qu'on sait qu'on peut faire aujourd'hui, des choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire. Et je trouve que dans l'esprit des Français, maintenant, c'est un peu confus. Il faut dire qu'ils ont eu beaucoup d'injonctions contradictoires. Le symbole de cette confusion, ce week-end, ça a été les attestations de sortie, qui finalement ne sont plus demandées dans les régions concernées, dans un rayon de 10 km autour du domicile. Est-ce qu'il vaut mieux en rire ou au contraire, est-ce que c'est justement le symbole de trop de règles, trop de bureaucratie? Certains ont parlé d'absurdie, je vous vois sourire. Pour tout vous dire, je souris parce que samedi matin, comme toute bonne francilienne, j'ai imprimé mon attestation. Et puis, comme j'ai un chien, je me suis aperçue que si je marchais toute seule, je pouvais marcher autant que je voulais dans un rayon de 10 km, mais que si je promenais mon chien, c'était dans un rayon d'1 kilomètre. Je me suis dit, c'est dommage, parce que cet après-midi, j'ai envie d'aller me promener avec mon chien, comment je vais faire? Pensiez vouloir traîner votre chien sur 10 km? C'est inhumain. Pardon. Mais écoutez, moi j'ai un chien qui est un chien courant, et il adore se balader, il fait des kilomètres. Et il aime faire des kilomètres. Mais en tout cas, bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils vont avoir des petits problèmes avec les humoristes, parce que bon, ça ne va pas passer inaperçu. Effectivement, je crois qu'on est rentré, et vous avez raison, dans une 3e ère. C'est la 3e voie. Non, un troisième moment, le moment de l'autodiscipline et de la responsabilité individuelle. Les Français en ont ras-le-bol qu'on leur dise ce qu'il faut qu'ils fassent, je l'entends. Mais comme on ne va pas leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, il n'y aura plus d'attestation, la bureaucratie a levé le pied, là ils ont lâché l'affaire. Il faut que les Français se protègent et protègent leurs proches. Parce que moi je vais dans les hôpitaux, j'y vais toutes les semaines. Je vais y retourner demain parce que la région est en train d'équiper des salles de repos pour les soignants qui sont épuisés. Donc je dis aux Français, maintenant, c'est de votre responsabilité. Et je crois que nous, responsables politiques, à un moment donné, c'est aussi le message qu'on peut faire passer. Protégez-vous, protégez vos proches, y compris vous les jeunes, protégez les adultes, protégez vos aînés, faites-vous tester et évitez les repas sans test. C'était la première journée travaillée aujourd'hui, lundi, pour ces nouvelles restrictions. Est-ce que les Parisiens, les Franciliens se sont moins déplacés? Vous avez ces indications? Absolument. Vous savez que c'est la région qui gère les transports en commun. Donc on a observé une vraie diminution des transports en commun aujourd'hui. 8% de personnes en moins dans les transports en commun ce matin. Alors c'est intéressant. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière en mars, premier confinement très dur, il y avait 10% des Franciliens dans les transports en commun, donc plus personne. À l'automne, on était autour de 30-35% en novembre. Pour le 2e confinement. Pour le 2e confinement. Et la semaine dernière, alors que nous exhortions tous au télétravail à cause de la pandémie, il y avait encore 53% des Franciliens dans les transports en commun. Donc ça veut dire qu'on télétravaillait beaucoup, beaucoup moins qu'en novembre. Donc il y avait vraiment besoin de donner un petit tour de vis et de rappeler aux Franciliens qui le peuvent, qu'ils doivent télétravailler. C'est vraiment dans l'entreprise. Est-ce que pour autant vous allez réduire l'offre de transport en commun? Non, pas à ce stade. Pas à ce stade parce que pour l'instant, vous le voyez, la baisse est trop faible de 7%. Ce qu'on a fait d'ailleurs, c'est qu'on a très peu baissé depuis septembre. On a baissé en ajustant, parce qu'il y a certaines lignes qui étaient vraiment vides. Notamment les lignes de l'Ouest, celles qui vont à la Défense, par exemple. Là, à la Défense, il y a beaucoup, beaucoup moins de personnes dans les tours. Et donc, on a un peu baissé sur les lignes qui allaient vers l'Ouest. Pierre. Si on quitte l'Île-de-France, le pompon de la non-responsabilité revient à Marseille avec ce grand rassemblement, cette fête du carnaval de la Plaine. Il y avait 6000 personnes réunies et les Marseillais réunis pour cette fête du carnaval ont donné l'impression de pousser à l'extrême l'envie de la promiscuité.
Je pense qu'à l'extérieur, il y a moins de chances de se donner le Covid. C'est vrai que normalement on devrait tous mettre le masque. Mais bon, comme je suis jeune, moi je me dis qu'il va rien m'arriver. Au bout d'un an, on a envie de profiter un petit peu quand même, de prendre l'air. Il commence à faire bien beau. Ce qui s'est passé hier est évidemment inexcusable. Vous savez, tout ceci doit nous mener à une réflexion globale, y compris dans la période qui va s'ouvrir sur la saison estivale et donc les beaux jours. Marseille ne sera pas une ville touristique anti-masque. La Provence titrait ce matin le carnaval quoi qu'il en coûte. Les images, à la fois, je suppose, vous inquiètent, mais elles disent aussi combien la population a du mal à supporter encore les restrictions. Oui, elle dit le ras-le-bol de la population, très clairement, et l'envie de légèreté, l'envie de refaire la fête. Mais malheureusement, j'ai peur que Marseille le paye. Il le paye cash parce que malheureusement, dans ce genre de rassemblement, je pense qu'il y a eu des contaminations. Et on sait que la région sud, elle est très tangente aujourd'hui. Donc il faut vraiment se discipliner. On a encore un mois où il va falloir se discipliner. C'est vraiment dur à entendre, mais il faut vraiment le faire. Et surtout si on a des risques. Un mois ou un risque aussi de voir ces mesures se prolonger au-delà ? Comme ça a été souvent le cas lorsque, c'est vrai, les premières restrictions apparaissaient. On peut quand même se dire qu'on a des enseignements à tirer de l'année dernière. L'année dernière, on a eu à la même période un confinement. Ensuite, les beaux jours sont arrivés. Donc là, les beaux jours vont arriver et la vaccination va se déployer. Donc je pense que et par ailleurs, nous avons aussi des Français qui sont immunisés ou qui ont des anticorps. Alors ils ne sont pas totalement immunisés on sait qu'on peut recontracter le Covid même si on l'a eu une fois. Mais enfin, il y a quand même un degré d'immunité collective qui s'accroît au fur et à mesure. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'un tiers des Franciliens dans ma région qui ont déjà eu le Covid. Alors ils sont peu ou prou immunisés, pas immunisés totalement, mais au moins immunisés contre certaines formes graves. Ça veut dire que les élections départementales et régionales pourront se tenir au mois de juin. Elles ont déjà été décalées puisqu'elles devaient avoir lieu au mois de mars. Vous refuserez tout nouveau report de ces élections ? Mais honnêtement, moi, je ne vois absolument aucun motif de les reporter une deuxième fois. Parce que je rappelle qu'on a été très responsables. Tous les élus de tous les partis politiques, on a tous reconnu que mars, compte tenu de ce qui s'était passé l'année dernière, ce serait une période très difficile pour voter, donc on a accepté de les reporter en juin. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'en juin, il n'y aura plus de Covid. Et c'est d'ailleurs ce que dit Thierry Breton, ce que dit le gouvernement. Enfin bon, moi je les écoute quand même. Donc ils nous disent, à partir du 15 mai, normalement, grâce à la vaccination, on devrait sortir du tunnel. Donc je les écoute et je me dis qu'il n'y a aucun motif de repousser davantage les élections. J'ajoute que dans les autres pays, ils n'ont pas repoussé du tout. La semaine dernière, on votait aux Pays-Bas, 80% de participation, en couvre-feu renforcé. On vote en Allemagne, on a voté au Portugal en confinement. Voilà, donc on est l'un des seuls pays d'Europe qui a repoussé les élections quand même. Donc les repousser une deuxième fois, comment vous dire Sauf le premier tour des municipales. Oui, sauf qui a eu des conséquences sur l'épidémie et considérables. Alors le premier tour des municipales, moi j'avais demandé qu'on ne le fasse pas parce que le soir, la veille au soir des premiers tours, le Premier ministre avait appelé à la fermeture de tous les restaurants et avait appelé tout le monde à se confiner chez soi. Alors c'était un peu bizarre d'aller voter le jour où on nous disait d'aller nous confiner chez nous. C'est vrai. Élection auquel vous serez candidate, Valérie Pécresse, pour la présidence de la région Île-de-France ? Écoutez, aujourd'hui, c'est vraiment pas le temps des campagnes. Et je pense que les Franciliens... On y est presque quand oui, mais même, les Franciliens auraient du mal à comprendre qu'une présidente qui est effectivement aujourd'hui appelée à être sur tous les tableaux, des tests dans les écoles, des lits de réanimation supplémentaires à amener dans les hôpitaux, qu'elle soit aussi en campagne en même temps. Je crois que le en même temps... Vous le laissez à c'est pas tout de suite. En tout cas, le temps des campagnes viendra. Et à ce moment-là, j'y prendrai vraiment toute ma part. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. On est au regret de vous laisser partir parce que vous avez une réunion Zoom avec 50 personnes dans une voiture. C'est ça la vie d'après. Oui, alors dans la voiture. Avant, j'avais au moins les temps de trajet qui étaient des temps un petit peu libres. Et maintenant, oui, absolument. Avec 50 interlocuteurs. Donc ils ne sont pas tous dans la voiture, ça permet ça. Oui, maintenant, effectivement, on n'a jamais autant réussi, autant zoomé. Voilà, autant zoomé. Merci beaucoup d'être venu ce soir.